Bonjour tout le monde. Donc, un réel plaisir de vous retrouver encore une fois dans cet atelier qui sera animé par professeur Amin Hassisen. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc aussi au nom de toute l'équipe IMG Maroc, on vous souhaite la bienvenue. Donc, bienvenue aussi à toutes nos consoeurs et tous nos confrères. Donc vous avez bien eu l'amabilité de nous traiter aujourd'hui donc les masses cervicales, donc démarche diagnostique. Donc je vous donne tout de suite la parole, professeur. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président. À mon tour de vous remercier pour votre invitation. C'est un réel plaisir d'être parmi vous. Et je voudrais donc profiter pour remercier notre présidente, Madame Dr Bchiche Alami, pour son invitation. Bonjour, chers confrères, c'est un plaisir. Donc, on m'a demandé de discuter, de parler justement des problèmes des masses cervicales. Alors bon, on va commencer déjà à discuter. Donc les masses cervicales, en fait, c'est ce qui regroupe toutes les excroissances que l'on peut rencontrer dans notre pratique quotidienne au niveau de la région cervicale. C'est en pathologie ORL, c'est une pathologie, c'est un problème qui est très fréquent, mais même en médecine générale, je sais que c'est une cause de consultation qui est assez fréquente et qui pose beaucoup de problèmes, notamment dans la démarche diagnostique. Se pose toujours la question quand on est devant une masse cervicale de sa bénignité, de sa malignité, de quel traitement adopter. Faut-il être vraiment agressif en termes de traitement ou faut-il laisser couler comme cela peut être fréquemment le cas? Et qui est souvent inquiétante. Elle touche aussi bien l'adulte que l'enfant. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un motif de consultation qui est assez fréquent. Et au niveau cervical, cela peut être une adénopathie, cela peut être un problème thyroïdien, cela peut être un problème d'une glande salivaire, cela peut être un problème kystique congénital, tumoral, etc. Donc, les symptômes, en fait, sont variables, ils peuvent être communs, ils peuvent se regrouper, donc on peut avoir plusieurs pathologies qui donnent les mêmes symptômes, et ces symptômes, quelque part, vont avoir certaines spécificités qui sont liées, bien sûr, à l'origine de la masse, mais aussi à sa situation. Donc, d'où l'intérêt que, pour faire un bon diagnostic, il y a deux choses. D'abord, une connaissance anatomique, ça c'est très important, et deuxièmement, un minimum de connaissances embryologiques, et on va voir tout à l'heure pourquoi. Alors, quand on est devant une masse cervicale, on se pose toujours la question, est-ce qu'on est en présence d'une lésion bénigne ou une lésion maligne? C'est toujours les premières questions, parce que quand quelqu'un vient vous voir avec une tumeur dans le cou, c'est la première chose à laquelle, bien entendu, il va penser. Mais nous, on sait qu'à côté des lésions malignes, il peut s'agir aussi d'infections qui peuvent être virales, qui peuvent être bactériennes, qui peuvent être aiguës, banales, qui peuvent être chroniques, notamment dans notre pays, et bien entendu, on pense à la tuberculose. Mais dans certains cas, on peut trouver aussi des masses congénitales. Et donc, c'est cette conduite diagnostique qui va nous permettre d'arriver au traitement étiologique. Et on va le voir tout à l'heure, le bilan diagnostique, en fait, il repose sur trois choses. À côté d'un examen clinique bien fait, qui est primordial dans ce cas-là, il y a certaines pathologies où l'examen clinique peut être, entre guillemets, superficiel, mais vraiment ici, au niveau de la pathologie cervicale, on a besoin d'un examen clinique approfondi. On a besoin d'une échographie qui est votre meilleur allié, parce que c'est elle qui va vous permettre de localiser la tumeur, de connaître de la typée, de connaître son écogénicité, de connaître sa classification, souvent son origine. Et c'est l'examen, c'est le golden standard dans ce genre de localisation. On pourra par la suite, si besoin est, d'avoir recours à d'autres radios, mais le primum et le premier bilan radiologique à faire, c'est d'abord l'échographie. Par la suite, bien entendu, on fera le bilan biologique en fonction de la situation de la masse. Parfois, on n'en aura pas forcément besoin. Si on est en présence, par exemple, d'une pathologie d'une glande salivaire, donc on n'a pas toujours besoin d'un bilan biologique comme on aurait besoin pour une hémopathie. Ça n'a pas tout à fait la même valeur. Et si besoin est, eh bien, on pourra aller recourir à d'autres examens. Alors, quand on parle de lésions cervicales, eh bien, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Et on va segmenter le cours, on va dire, en deux grosses parties. Déjà, on parle de parties sucioïdiennes et souilloïdiennes. Au niveau de la partie sucioïdienne, donc on a la partie donc sous-mentonnière
On va essayer de voir avec, voilà. On a la partie sous-mentonnière, qu'on appelle la région sous-mentale, et latéralement, donc qui est située au niveau entre les deux branches entre les bords antérieurs des deux digastriques, et les parties latérales, qui sont les parties sous-maxillaires, donc où on va trouver la glande salivaire sous-maxillaire et qui se continue vers le haut, vers la région parotidienne. Donc déjà, il faut savoir de quoi on parle. Quand on est au niveau de la région sous-hyoïdienne, c'est-à-dire en dessous de l'osioïde, c'est la deuxième partie. Et là aussi, donc on a la partie médiane où on va trouver les pathologies thyroïdiennes en général. Et latéralement, on a les deux grosses parties jugulo-carotidiennes où on va trouver bien entendu la jugulaire, la carotide et toutes les pathologies qui y ont recours, mais aussi surtout les adénopathies. Alors, si on devait disséquer justement la région cervicale, on aurait, dès qu'on soulève la peau, parce que les problèmes peuvent commencer déjà au niveau de la région ou de la zone cutanée, eh bien, on va trouver de la peau, on va trouver du tissu graisseux et on va trouver des lymphatiques. Quand on va un peu plus en profondeur, eh bien, on va trouver les plans musculaires, notamment les muscles sous-hyoïdiens. On va trouver le muscle sternocléidomastoïdien. Et en dessous, ce n'est qu'en dessous du plan musculaire qu'on va trouver les organes, c'est-à-dire les glandes sous-maxillaires, comme l'on voit ici, et la glande parotide un peu plus haut. Dans la région médiane, on reconnaît la glande thyroïde et latéralement, bien entendu, on reconnaît la carotide et la veine jugulaire avec ce lacis lymphatique qui est très très riche au niveau cervical que l'on connaît tous, donc le triangle de Rouvière et qui peut être source aussi de beaucoup de pathologies. Alors, devant cette masse, bien entendu, plusieurs questions se posent. Sommes-nous en présence d'un processus malin, bénin? Sommes-nous en présence d'une pathologie, d'une masse cutanée, comme on pouvait le voir tout à l'heure, d'une masse vasculaire ou neurologique, d'une métastase, d'une tumeur primitive ou d'une tumeur glandulaire? Donc, tout ceci va nous pousser à avoir une attitude, une attitude vraiment rigoureuse au niveau de la démarche diagnostique. Et cette attitude rigoureuse va commencer d'abord par une clinique rigoureuse qui est basée sur la sémiologie. À côté, bien entendu, il va être complété par tout ce qui est échographie, notamment, comme je le disais, c'est votre meilleur allié, c'est votre meilleur ami au cabinet, c'est la tomodensitométrie, c'est l'échographie, pardon, la biologie si nécessaire. Et à côté de l'échographie, on a un nouvel allié qui aujourd'hui fait partie du gold standard diagnostic aussi, c'est la cytologie. Et en fin de compte, en fin de cursus, c'est là où on arrive éventuellement à la prise à l'examen histologique. Cela veut dire qu'on a déjà fait une incision cutanée et qu'on a prélevé une partie de la tumeur ou toute la tumeur. Alors, la démarche diagnostique, elle est toute simple. J'aimerais qu'on soit un petit peu schématique. Donc, elle va se baser sur les circonstances d'apparition de la masse. C'est valable pour toutes les masses cutanées. On ne va pas réfléchir de la même façon sur une masse superficielle qui est là depuis 25 ans et une masse qui est apparue depuis 2 mois. Les antécédents du patient, est-ce qu'il est tabagique, est-ce qu'il n'est pas tabagique, les antécédents sur son état général, diabétique, pas diabétique, est-ce qu'il y a une pathologie chronique, est-ce qu'il y a un lupus, est-ce qu'il y a une sarcoïdose, donc tout ce genre qui pourrait diminuer l'immunité de la personne. L'âge du patient est une donnée très très importante parce qu'on ne réfléchit pas devant une adénopathie chronique chez un enfant de 4 ans et un adulte de 40 ans, donc il y a une grosse différence. L'évolution de l'adénopathie, pareil, une adénopathie qui n'évolue pas et le patient vient vous voir au bout de 2 ans vous disant qu'il a une petite lentille au niveau cervical, eh bien on va pas la prendre avec n'a pas la même valeur qu'une adénopathie chez un fumeur qui est apparu depuis 2 mois ou depuis 3 mois et qui évolue d'une certaine façon. Donc l'examen clinique est très important, et la sémiologie est primordiale. On va le voir tout à l'heure avec un petit exercice. Donc cette sémiologie va être accompagnée bien entendu d'échographie, de biologie, de cytologie, d'endoscopie pour notre part. Donc quand on a une adénopathie notamment ou une masse, eh bien on fait une endoscopie pour explorer les zones qui sont connues pour être cancérigènes au Maroc, notamment le cavum, notamment le larynx chez les fumeurs et la bouche de l'œsophage. Et ce n'est qu'à partir de là que l'on peut bien entendu arriver à un diagnostic. Alors, on va faire un petit test et on va essayer de se rafraîchir les données sémiologiques dont on avait parlé au départ. Donc, on a une situation, par exemple, une masse qui est latérale, qui est étagée, c'est-à-dire qu'on va trouver plusieurs masses latérales étagées. Quand on l'examine, on va trouver une masse qui est ferme, qui roule sous le doigt, d'accord, et qui est profonde. À quoi on va penser en priorité? À une adénopathie. Exactement.
On va aller plus loin. Une adénopathie, une masse, pardon, qui est latérale, qui est haute, qui est unique, d'accord, qui est latéralisée, qui est ferme, qui est profonde et qui va venir soulever le lobule de votre oreille. Donc, on va penser à la glande parotide. On a une masse qui est médiane, qui est lobulée, d'accord, qui bouge avec la déglutition. Et là aussi, qui est profonde, qui est mobile. On va penser à, bien entendu, la thyroïde. Une masse qui est médiane, d'accord, qui est au niveau de la région sous- ou sucioïdienne, qui est ferme, qui est mobile, avec notamment la protraction de la langue. Un kyste du tractus thyréoglosse. Donc ça, c'est essentiellement une pathologie que l'on va plus voir chez l'enfant que chez l'adulte. J'ai fait exprès de ne pas mettre l'âge du patient, mais effectivement, c'est un kyste du tractus thyréoglosse. Donc voilà des données sémiologiques qui sont simples, qu'il faut retenir. Et il y a d'autres situations, effectivement, ce n'est pas suffisant. On va avoir besoin d'aller un petit peu plus loin en termes d'exploration. Mais croyez-moi que déjà à l'examen clinique, on a facilement 70 ou 80% des diagnostics qui sont faits déjà au premier contact et au premier toucher du patient. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la situation, donc on est devant une masse, la situation de la masse est importante, les signes associés aussi, donc on va parler ici d'orientation diagnostique. Est-ce qu'il y a une dysphagie? Est-ce qu'il y a une dysphonie? D'accord? Est-ce qu'il y a une altération de l'état général? L'âge du patient, on l'a dit tout à l'heure, était importante. Quelle évolution a cette masse? C'est une évolution qui est chronique sur plusieurs mois ou c'est une évolution qui est aiguë depuis quelques jours? Est-ce qu'elle est accompagnée de fièvre, d'un syndrome infectieux, d'une altération de l'état général, d'un amaigrissement? Est-ce qu'elle est unie ou bilatérale? Est-ce qu'elle a des caractéristiques? Est-ce qu'elle est pulsatile? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est douloureuse? Est-ce qu'elle est fluctuante? Tout ça, c'est des données que vous allez recueillir en quelques secondes. C'est très important avec le palpé. C'est pour ça, encore une fois, que je disais que la sémiologie va devoir ressortir très rapidement. Et puis, bien entendu, nous, on pense à cette masse, on se dit, est-ce que c'est une origine qui est locale? Ou est-ce que c'est une origine, c'est une pathologie générale qui est à manifestation cervicale? Alors, statistiquement, la cause la plus fréquente des masses cervicales, c'est les adénopathies. D'accord? Alors, on disait tout à l'heure, dans les signes associés dans les adénopathies cervicales, on a parlé bien entendu de l'altération de l'état général, on a parlé de saignement, on peut parler d'obstruction nasale, on peut parler d'obstruction ou d'oreille bouchée, auquel cas une adénopathie, par exemple, comme celle que j'ai montrée tout à l'heure, avec une oreille bouchée, avec par exemple, un épistaxis, va nous faire penser à des problèmes à l'arrière du nez, au niveau de la partie supérieure du cavum, par exemple, et donc à une tumeur du cavum, notamment au Maroc. Donc, l'évolution chronique fait craindre, malheureusement, souvent la malignité, mais aussi certaines pathologies infectieuses chroniques qui sont fréquentes au Maroc, et je pense là aussi à la tuberculose, mais pas que. L'évolution aiguë, par contre, est peut-être plus fréquente, et ça, c'est justement le piège, entre guillemets, il faut pas tomber. Tous les jours, on voit des adénopathies aiguës, parce que tous les jours, on voit des pharyngites aiguës, virales ou bactériennes, ou des angines, ou des problèmes dentaires ou des problèmes au niveau gingival et qui peuvent être accompagnés parfois juste fréquemment, je dirais, même d'adénopathie justement avec une évolution aiguë. Mais là, la clinique est souvent parlante, c'est-à-dire que le patient il va venir vous dire oui j'ai mal à la gorge, je n'arrive pas à avaler, je fais de la fièvre depuis 3 jours, je suis pas seul à être malade à la maison, etc. Donc d'emblée, vous savez que vous êtes dans une situation en général qui devrait être bénigne, mais la prudence doit toujours être de mise, c'est-à-dire que dans votre esprit, toujours en arrière-plan, il faut se dire, oui, là, ça a l'air OK, mais toujours laisser un petit message au patient. Voilà, ça a l'air bon, on va le rassurer, etc. On va vous donner un traitement, mais, si ça ne part pas au bout de quelques semaines, vous revenez me voir. Si l'évolution est chronique, alors il faut qu'on sache de quoi on parle quand on parle de chronicité, c'est-à-dire toute évolution d'une adénopathie au-delà de 1 mois devient chronique. Donc, pour ne pas laisser évoluer une pathologie justement sévère. Donc, un adulte qui vient vous voir, ou même un enfant avec une adénopathie qui est consistante et qui est par exemple unilatérale et qui est là depuis 3, 4, 5, 6 semaines et qui ne répond pas au traitement, doit justement vous pousser à aller plus loin en termes d'investigation. On a parlé tout à l'heure des caractéristiques, bien sûr, de cette masse, notamment des adénopathies. Une adénopathie unilatérale qui grossit va faire craindre plutôt une pathologie locale. Une adénopathie ou des adénopathies qui sont multiples, qui sont multi-étagées, va plutôt faire craindre un problème d'ordre général et on va penser essentiellement aux hémopathies. Alors, le diagnostic, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours utile de rabâcher ce message. Donc, l'interrogatoire, on l'a fait, l'examen clinique en recueillant un maximum de données sémiologiques. Alors,
et l'échographie. On revient encore une fois à notre meilleur allié, c'est l'échographie. L'échographie va vous donner une idée sur justement l'aspect de cette adénopathie. Vous savez qu'une adénopathie qui garde son architecture avec une vascularisation, avec un HIL, est une adénopathie qui est en règle bénigne, mais une adénopathie qui perd cette caractéristique et tout de suite justement devient suspecte. Une adénopathie qui est plutôt hypoéchogène est plutôt suspecte d'infection chronique. Une adénopathie, encore une fois, qui est ronde, qui a perdu cet aspect oblong, etc., doit justement faire rejaillir et ressortir un petit peu le signal d'alarme et penser justement à surveiller et à explorer ce patient. Alors, on verra tout à l'heure pour ce qui est biologie. Alors, on parlait de localisation uni ou bilatérale. Le nombre, la taille des adénopathies doit être prescrite et inscrite sur votre dossier le premier jour où vous voyez le patient, parce que vous n'irez pas vers des explorations lourdes, sauf quelques cas particuliers. Dans la majorité des cas, vous reverrez le patient quelques semaines, quelques jours après, je veux dire. Donc, il est important de noter justement la taille de ce ganglion et voir entre deux examens, est-ce que ça a évolué. Même si ça a évolué, si ça continue bien sûr à évoluer, donc c'est une donnée qui est importante, même si ça régresse de 10% ou 20% après un traitement médical, ce n'est pas forcément comme si ça avait régressé de 80%. Donc, ça veut dire que si ça a régressé de 80%, ça veut dire que votre traitement a bien ciblé, par exemple, une bactérie X et où on était en présence d'une adénopathie virale et qui est en train de régresser. Donc, le nombre et la taille des adénopathies est importante à noter. Les caractéristiques de cette, comme on l'a dit, sensible, dure, fluctuante, mobile, fixée ou pas par rapport aux différents plans profonds. Est-ce qu'il est pulsatile? Parce que cela va vous permettre aussi de faire des diagnostics différentiels. Attention aux diagnostics différentiels. Tout ce qui ressemble à une adénopathie n'est pas forcément une adénopathie, on en parlera tout à l'heure. L'aspect de la peau en regard aussi est très important. Là aussi, ça va nous donner une idée sur l'évolutivité de cette adénopathie. On peut être en présence d'une adénopathie qui est inflammatoire, rouge, fluctuante. Donc, d'emblée, vous savez que vous êtes devant un adénophlegmon, donc une adénopathie qui est absédée, qui peut être aiguë, ou bien un adénophlegmon chronique où la douleur a disparu. On a une fluctuation, mais la douleur n'est pas là. Contrairement à une adénopathie bactérienne streptococcique, par exemple, notamment chez un enfant, où vous avez un abcès qui apparaît en quelques jours et qui peut accompagner à ce moment-là des signes de pharyngite. Alors, l'interrogatoire, on a parlé de l'âge tout à l'heure, on va essayer peut-être d'aller plus vite pour pouvoir tout voir. Adulte ou enfant, c'est important. Je disais tout à l'heure que la majorité des enfants qui viennent nous voir avec des adénopathies, on est en présence d'adénopathies bénignes. Tous les enfants ont des adénopathies. Et c'est pourquoi? Parce que les enfants jusqu'à l'âge de 6-7 ans sont en présence ou dans une période de leur vie qui est une période de maturation justement immunitaire et donc ils sont exposés aux infections et donc à faire des adénopathies. Et les adénopathies, quand l'enfant guérit, ne disparaissent pas rapidement justement. Alors, contrairement à l'adulte. Et ça met plusieurs semaines, parfois ça peut rester plusieurs années avant de disparaître. Par contre, il garde toujours ce caractère bénin des adénopathies qui sont souples, qui sont petites, qui sont symétriques, qui ne sont pas douloureuses, qui ne grossissent pas, qui n'évoluent pas, qui vont peut-être pousser quand il y a une infection associée et puis qui reviennent à une taille normale. Et quand vous le voyez, vous voyez bien que l'enfant n'a pas d'altération de l'état général, c'est un enfant qui joue, qui est normal, etc. Et moi, c'est le message que j'ai dit aux parents. Tant que la croissance et la courbe de croissance de l'enfant continue, que l'enfant continue à grandir, à manger normalement, etc., ça veut dire qu'on est en présence d'un processus, même s'il est chronique, il est plutôt bénin. L'évolution, donc comme je le disais, les signes associés. Alors, le syndrome infectieux, on en a parlé tout à l'heure. Les syndromes hématologiques. Est-ce que c'est un patient qui saigne? Est-ce qu'il y a en présence d'une anémie? Est-ce qu'il y a des signes on est en présence d'une immunodépression avec des infections qui sont fréquentes? De notre part, comme on est ORL, on cherche aussi des signes ORL, notamment des épistaxis. On a parlé tout à l'heure d'obstruction nasale pour les lésions du cavum. Donc, le ganglion, par exemple, peut être un ganglion révélateur d'une tumeur du cavum ou d'une tumeur du larynx ou d'une tumeur de la langue. Donc, c'est quelque chose que l'on va voir assez rapidement. Alors, pour les lésions profondes, pharyngo-laryngées, donc on va avoir une dysphonie. Donc là aussi, chez un adulte tabagique, avec une dysphonie qui traîne pendant plusieurs semaines, donc au lieu de 3-4 semaines et qui ne fait pas sa preuve, il faut craindre le pire et aller regarder avec un endoscope et regarder ce qui se passe au niveau de ses cordes vocales. Alors, l'altération de l'état général, bien entendu, ça, donc, c'est quelque chose qui est assez évident. Alors, l'autoscopie, qu'est-ce qu'elle va montrer? Alors, elle est importante parce que là aussi, adénopathie avec, surtout chez l'adulte, une surdité de transmission unilatérale ou une otite séromuqueuse unilatérale, c'est un signal d'alerte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du cavum.
Donc là aussi, il faut aller regarder, faire une cavoscopie et regarder ce qui se passe derrière justement cette fosse nasale et voir s'il n'y a pas justement de masse associée. Les organes cervicaux, donc on en a parlé, donc l'examen même à côté d'une adénopathie, c'est toujours la même chose. Examiner la thyroïde, examiner les glandes salivaires, l'examen du pharynx, on en a parlé, l'oropharynx, les amygdales, la langue. Attention aux lésions linguales, elles sont très très lymphophiles et malheureusement beaucoup de gens croient que c'est des aftes. Même certains dentistes nous les vendent en disant que c'est un aft que j'ai depuis plusieurs mois. Il n'y a pas d'aft qui dure plusieurs mois. C'est des tumeurs qui durent plusieurs mois. Donc, quand un aft ne disparaît pas au bout de quelques jours, surtout chez une personne avec une adénopathie en plus qui résiste, ou chez une adénopathie qui a un mauvais état bucco-dentaire, attention, c'est une tumeur d'abord. Il vaut mieux se tromper en se disant, non, en fin de compte au patient, non, je me suis trompé, ce n'est pas une tumeur, c'est un aft, que le contraire. Parce que si vous trompez dans le sens tumeur en redescendant vers l'aft, le patient n'est pas mis en danger. Par contre, dans le contraire, la lymphophilie est un signe de gravité malheureusement mortel dans les lésions bucco-pharyngées. Le rhinopharynx, donc on en a parlé, l'hypopharynx et le larynx. Alors, le traitement en fonction va dépendre du contexte. En présence d'une lésion aiguë, il faut toujours commencer par un traitement d'épreuve. Donc, on donne un traitement antibiotique à large spectre avec un anti-inflammatoire, pas de corticoïdes, un anti-inflammatoire ou pas d'anti-inflammatoire du tout si vous craignez justement que l'anti-inflammatoire justement aggrave une éventuelle cellulite. À la limite, on peut donner juste du paracétamol ou donner ou rien du tout justement, juste une antibiothérapie, traiter vraiment dans le symptomatique et revoir le patient au bout d'une semaine, 10 jours. Moi, en général, je demande pas d'échographie le premier jour de la consultation sur les formes aiguës. Je demande au patient quand je dois le revoir, quand j'ai un doute ou une lumière rouge qui s'est allumée dans mon esprit, je demande l'échographie après le traitement médical, parce que c'est à ce moment-là que l'analyse est intéressante. Pour les formes chroniques au-delà de 1 mois, par contre, je commence tout de suite le bilan, échographie, éventuellement l'endoscopie. Aujourd'hui, nous on le fait systématiquement. Et pour le patient aigu, donc comme je le disais, on le revoit dans 7 jours. S'il a guéri, tant mieux. S'il n'a pas guéri, on revient au bilan. Le bilan, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'échographie et éventuellement la biologie, plus ou moins les autres bilans dont on a parlé. Alors, la biologie, qu'est-ce qu'on va demander? Alors, toujours par contre, soyons raisonnables. Devant toute adénopathie, on va pas donner 10 000 dirhams de bilan à un patient pour lui dire finalement, non, c'est une adénopathie, vous avez réagi à une douleur dentaire et bon, excusez-nous pour les 10 000 dirhams. Donc, il faut quand même être raisonnable et demander un bilan en fonction de l'état du patient. Alors, la biologie, bien entendu, numération, de chercher une hyperleucocytose, une leucopénie, une anémie, une lymphopénie, une neutropénie, donc toutes les atteintes des lignées sanguines, voir s'il n'y a pas de thrombopénie associée, la vitesse de sédimentation, la CRP. Alors là aussi, forme aiguë, ça vous donnera une idée sur la forme aiguë ou on a une forme chronique. On peut demander des tests un petit peu plus spécifiques. L'intradermoréaction, moi je l'aime bien, même si elle est souvent en rupture actuellement. Mais il nous donne une idée, c'est un petit peu sur l'imprégnation tuberculeuse du patient, même si c'est juste un signe d'orientation. Encore une fois, il faut le dire au patient, s'il est positif, ce n'est pas forcément révélateur d'une tuberculose évolutive. Si elle est négative, bien entendu, elle n'exclut rien. Le quantiférant est un petit peu plus intéressant. Il va nous pousser à aller un peu plus loin. Par exemple, adénopathie chronique plus quantiférant présent. Donc, cela va vous pousser à aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de cette adénopathie. Il faut penser aux autres choses aussi, les mononucléoses infectieuses tests, les toxoplasmoses, etc. C'est un petit peu plus rare, mais ça existe. Et parfois, ça peut justement donner le tournis parce qu'on ne va pas y penser et qu'on aura fait le tour de beaucoup de choses avant d'arriver à penser à ces pathologies qui sont somme toute fréquentes. Alors, la radiologie, là aussi, demande raisonnée. On ne va pas demander de PET scan le premier jour, on va voir le patient. Par contre, encore une fois, l'échographie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le nombre, la situation des adénopathies, l'écostructure, la vascularisation du ganglion, l'analyse de la thyroïde, l'analyse de la parotide, des différents organes cervicaux, éventuellement servir de guide pour la ponction. Et ça, je préfère toujours que ce soit les radiologues qui le fassent, parce que si vous êtes entraîné à l'échographie comme vous l'êtes, donc vous pouvez éventuellement le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit éco-guide. Il faut que votre ponction arrive à l'endroit justement que vous souhaitez toucher. Et on va voir tout à l'heure que c'est important que l'échographie accompagne la ponction. La radio des poumons, la densitométrie, l'IRM et tout ça vont être des examens de seconde ligne, jamais en première ligne, et ils suivront un diagnostic qui est déjà préétabli. C'est-à-dire vous avez déjà un gros doute sur quelque chose et vous êtes en train de faire un bilan d'extension locale ou loco-régionale ou générale. Alors, l'histologie, par contre, c'est la confirmation diagnostique. On y arrive assez fréquemment, malheureusement. D'accord? Alors, est-ce que c'est un examen qui va être fait systématiquement? Non.
Donc, on l'a dit tout à l'heure, en fonction du contexte, on est devant une adénopathie chronique qui ne fait pas sa preuve. Ça fait un mois et demi que ça dure. L'adénopathie est évolutive. Par contre, il faut pas dormir pendant 6 mois. D'accord? Si au bout de 4, 5, 6 semaines, si ça ne marche pas, il faut savoir dire au patient, attention, on change de l'arme d'épaule et il faut aller intervenir. Alors, la cytoponction aide beaucoup. Alors, un petit peu moins en matière d'adénopathie qu'en matière de thyroïde, on va le voir tout à l'heure. Mais parce que la cytoponction, à travers notre expérience, par exemple en matière de tuberculose, elle ne donne quasiment rien. Elle est très rarement positive avec des tuberculoses ganglionnaires avérées. L'adénectomie, par contre, est beaucoup plus intéressante. Ça veut dire prélèvement ganglionnaire. Pas prélèvement d'une partie du ganglion, prélèvement de tout le ganglion. Alors, la biopsie ganglionnaire, on va le voir tout à l'heure, est un terme à exclure. Je vais revenir un petit peu, juste pour voir le comparatif justement entre la cytoponction et l'adénectomie. La cytoponction, elle est facile, elle n'est pas invasive, elle n'est pas toujours concluante. Il lui manque justement cette notion très importante que demandent les hématocytologistes, qui est l'architecture ganglionnaire, notamment dans les hémopathies. Donc, c'est une donnée qui est très importante. Et la cytoponction est malheureusement source de beaucoup de faux négatifs et peut-être parfois source de rupture capsulaire si vous avez utilisé une aiguille trop grosse. L'adénectomie, c'est un geste qui est invasif, qui nécessite une anesthésie générale. Moi, même pour une adénopathie superficielle, je ne fais jamais de local. À chaque fois que je fais une locale, je le regrette. Donc, il vaut mieux une petite anesthésie générale de 10 minutes et le patient et ça se passe très bien que si vous faites 100 gestes sous anesthésie locale, 20-30% des cas, vous allez souffrir et le patient va souffrir avec vous. D'accord? Et ça, c'est des expériences malheureusement qui peuvent parfois mal se terminer. Alors, on peut s'aider par justement l'examen extemporané qui peut être intéressant quand vous avez un doute. Est-ce qu'il faut faire un curage d'emblée ou pas curage d'emblée? Est-ce que on doit faire par exemple des prélèvements en parallèle? Donc, ça dépendra des situations. Et bien entendu, toujours prélever le ganglion en totalité. Et le ganglion qui a l'air le plus pathologique. On n'a pas forcément besoin de les prélever tous. Et ça, je le dis aux patients, par exemple, dans les tuberculoses ganglionnaires, ils viennent avec un chapelet ganglionnaire. On dit qu'on a besoin d'un ganglion. Si c'est une tuberculose, même si c'est un lymphome, ce n'est pas la chirurgie qui va vous guérir. C'est le traitement médical. Donc, on a besoin d'un ganglion le plus facile. On n'ira pas faire chercher le plus profond et les patients adhèrent parfaitement à ce discours. La biopsie ganglionnaire, non. Jamais. Jamais, parce que dans la classification TNM, quand vous arrivez au N, le N, il peut être positif, il peut être négatif, donc N+, ou N-, mais il y a le R. Le R, c'est la rupture capsulaire. Or, vous intervenez sur un cancer qui est avec une capsule intacte. Vous ouvrez la capsule, vous prélevez et vous fermez, même si vous suturez, ben vous êtes passé d'un R- à un R+. Et là, sur le plan pronostic, ça change des choses. Voilà, c'est ce que peut faire pour une adénectomie banale. C'est pas plus gros que ça, c'est petit, la cicatrice est minime et c'est un geste qui est rapide et tout le monde est content. Voilà, parfois le geste est un petit peu plus gros parce que l'adénopathie était plus grosse. On ne prélève pas tous les ganglions comme vous pouvez le voir ici. Pardon. On ne prélève pas tous les ganglions, on prélève les ganglions le plus gros ou les plus significatifs et on est sûr d'avoir un diagnostic. Dans le cas présent, c'était un lymphome. Alors, les adénopathies aiguës, bon, pour faire vite, c'est plutôt des rhinopharyngites virales. Ça concerne surtout l'enfant, parfois la mononucléose ou cytomégalovirus bactérienne. Donc, pour notre contexte, on pense essentiellement à la tuberculose dans les formes chroniques. Voilà, donc surtout la tuberculose et parasitaires parfois, bon, qui sont plus anecdotiques, maladie de système, sarcoïdose, Rosé-Dorfman, tout ça, c'est plutôt anecdotique. Alors par contre, on tombe un peu plus fréquemment sur les hémopathies, donc là aussi, mais là, le contexte est souvent avant d'intervenir, on sait qu'on va intervenir sur une hémopathie. On sait que le ganglion, et il y en a beaucoup, ils sont durs, ils sont d'emblée, ils sont suspects. On peut parfois tomber sur des métastases de tumeurs du cavum, de la thyroïde ou parfois ce qu'on appelle des adénopathies primitives, c'est-à-dire que le cancer, qu'on n'a pas trouvé la source du cancer. D'accord? Et souvent, c'est l'amygdale qui est en cause. Donc, quand on a une adénopathie primitive, on fait un curage ganglionnaire et on fait une amygdalectomie. Alors, deuxième contexte, c'est la thyroïde. C'est probablement statistiquement la deuxième cause la plus fréquente. Alors, toutes ne sont pas aussi grosses que ça. On est plus souvent devant un nodule unique qui inquiète un patient de découverte fortuite sur un examen cardiovasculaire, d'une hypertension artérielle ou autre. Vous examinez le cou du patient et vous tombez sur un nodule. Alors,
Les signes associés sont relativement rares. Le patient vous le dit souvent. D'ailleurs, il dit j'ai découvert un goût. Il me dit mais docteur, je n'ai aucun symptôme. Et en plus, il vous dit mon bilan, moi j'ai fait une TSH, elle est strictement normale. Donc vous lui expliquez que ce sont deux choses différentes. On peut avoir un goitre, il peut même être malin avec un bilan malheureusement qui est normal. Donc les signes associés, en termes de thyroïde, c'est deux choses. Soit des signes locaux de compression quand on est en présence d'une grosse thyroïde, des signes esthétiques parce qu'on a la masse qui apparaît au niveau du cou, et on a les signes dysfonctionnels. Donc soit vous êtes en présence d'une thyroïde qui est fonctionnelle, soit vous êtes en présence d'une thyroïde qui n'est pas fonctionnelle. Donc vous êtes soit en présence d'une hypo ou bien d'une hyperthyroïdie. Donc là, le patient va vous rapporter, en cas d'hyper, une tachycardie, un amaigrissement, une hypersudation, une diarrhée. En cas de l'hypothyroïdie, c'est le contraire. C'est plutôt une prise de poids, la bourse, un FHCS un peu cushingoïde, donc un ralentissement psychomoteur, une prise de poids, comme je disais, des frilosités, etc. Donc des choses que vous connaissez mieux que moi. Alors, quand on est en présence de signes associés, c'est-à-dire d'une dyspnée ou d'une dysphonie, etc., c'est que déjà, on est en présence d'une cause agressive localement. Donc, ça peut être d'origine thyroïdienne, donc c'est souvent malin ou inflammatoire. Parfois, on est tombé sur des thyroïdites avec justement des données inflammatoires assez importantes. Alors, donnée très importante, le caractère du nodule. Est-ce qu'il est pulsatile ou pas? Tout à l'heure, on a parlé de nodules chauds ou de nodules de base d'eau. Il y a encore le trill que vous connaissez. Donc, quand vous mettez le doigt sur le stéthoscope sur votre thyroïde, vous entendez le trill, vous entendez le battement et la circulation artérielle qui est accélérée. Et ça, souvent, ça vous oriente pour le diagnostic. Alors, on va avancer un petit peu sur l'âge et l'interrogatoire. Donc, tout ça, c'est des choses que vous savez. Donc, l'évolution, les signes associés, c'est plutôt rare. Les signes ORL, donc, on a dit tout à l'heure. Donc, tout ça, donc... L'échographie, encore une fois, l'échographie comme toujours. Alors par contre ici, l'échographie est importante parce que l'échographie, au jour d'aujourd'hui, va nous donner une chose qui est très importante, c'est la classification TIRADS. D'accord, c'est la thyroid, dissemination system, donc qui donne un petit peu une idée sur la dangerosité de ce nodule ou pas, et c'est une donnée aujourd'hui avec une très grosse fiabilité. Donc dans les TIRADS 5, on est à plus de 90% de positivité quand on fait l'histologie. Donc c'est la classification TIRADS. Et puis, l'échographie va servir d'outil pour la cytoponction. On en a parlé tout à l'heure. J'ai assisté à l'excellente communication du collègue tout à l'heure qui montre justement l'intérêt de l'échographie, d'une cytoponction. Là aussi, alors la TDM, l'IRM, le PET scan, eh bien, c'est un complément. Deuxième ligne, pas première ligne. Ça veut déjà dire qu'on est en présence d'un processus malin, dangereux, agressif, et on fait un bilan d'extension ou un bilan préopératoire pour voir justement l'opérabilité de ce patient. Alors, la biologie, c'est la TSH, c'est donc les hormones thyroïdiennes, mais c'est aussi la calcitonine, parce qu'on ne pense pas malheureusement souvent au médulaire. Il est très rare. J'ai eu quelques cas, et c'est assez rare, mais on n'y pense pas. Il y a certaines formes qui sont diagnostiquées malheureusement en péropératoire ou en post-opératoire. Et en sachant que dans le médulaire, il faut être très agressif dès le départ. Donc, ça vous oblige à réopérer le patient pour pouvoir faire des curages, etc. Donc, il faut essayer dès le départ de demander une calcitonine. Ça coûte pas très cher, ça mange pas beaucoup de pain, et ça vous permet déjà de parler au patient en le rassurant sur cette pathologie familiale où il va falloir faire des enquêtes, demander le rate, donc il se recherche de gènes pour voir s'il y a une transmissibilité, etc. Alors, le traitement, là aussi, soyons raisonnables. On n'est plus au temps où chaque nodule devient chirurgical, et on n'est plus devant toujours ce genre de goitre historique que l'on voit heureusement de moins en moins. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, se fier d'abord à la classification TIRADS, voir la taille du nodule, donc, et puis la cytologie. Une fois que vous avez ces trois informations, il y a aussi le contexte de l'âge du patient. Donc, un patient qui est plutôt jeune, on est plutôt interventionniste. Un patient âgé, on l'est un petit peu moins. Même avec une classification TIRADS un petit peu élevée. Donc, on privilégie à ce moment-là les cytoponctions et les surveillances. Alors, on privilégie la surveillance quand? Eh bien, quand on est dans une TIRADS 2 ou 3 ou même 4,
avec un petit nodule chez un patient, par exemple, de 40 ans, 50 ans, qui n'a pas d'antécédents ou qui n'a pas d'antécédents familiaux, qui ne présente pas de signes de danger, que vous savez pouvoir suivre et qui ne va pas disparaître dans la nature, ce qui est souvent le cas au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est souvent le cas de beaucoup de patients. Et vous le revoyez au bout de 6 mois, au bout de 1 an. On peut éventuellement refaire une cytoponction annuelle ou tous les 2 ans. Si les 2 cytoponctions sont négatives et que l'échographie reste toujours rassurante, on passe à ce moment-là une surveillance un petit peu plus élargie. Si au bout d'1 an, vous voyez qu'il y a des choses qui changent, à ce moment-là, vous devenez un petit peu plus rigoureux dans votre attitude et on peut être un peu plus interventionniste. Patient jeune, par contre, l'homme, le sexe masculin, là, on n'aime pas des nodules thyroïdiens chez le sexe masculin. D'accord? C'est un peu comme un nodule du sein chez un homme. Vous pouvez être quasiment sûr que c'est quelque chose qui est malin. C'est rare, mais ça existe. Alors, le traitement est sous-médical, malheureusement, sauf s'il y a bien entendu un dysfonctionnement hormonal rarement nécessaire, ou bien entendu, sauf en cas de thyroïdite. Et la chirurgie est nécessaire, comme je le disais, en cas de besoin. Alors, dans notre attitude, j'ai entendu tout à l'heure quelque chose avec laquelle j'étais pas d'accord. Dans notre attitude, un nodule isolé, c'est loboismectomie plus extemporanée, goitre multinodulaire. S'il y a des nodules qui sont tirades 4 ou plus, c'est goitre thyroïdectomie totale plus extemporanée, même si on sait qu'on doit tout enlever. Pourquoi? Parce que si c'est malin, il faut faire au moins un curage médiastinal. Donc, ça vous dit si on doit intervenir sur les ganglions ou pas, si l'extemporanée est positive en péropératoire. Donc, l'extemporanée est quelque chose qui est très important. Et comme d'habitude, il faut privilégier, bien entendu, la raison et la sagesse. D'accord? Alors, troisième situation, je montre des choses un petit peu anecdotiques, mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est une patiente avec une masse latérale, d'accord, qui n'a pas de paralysie faciale, donc il n'a rien, il n'a que cette masse. C'est une masse qui soulève le lobule de l'oreille, qui prend naissance au niveau de la région parotidienne. C'est bien entendu une lésion parotidienne. Alors pour les lésions parotidiennes, on est un petit peu plus interventionniste, parce que même les lésions bénignes diagnostiquées tôt peuvent se transformer. Même un adénome pléomorphe peut justement se cancériser. Donc, mis à part quand il s'agit de lésions qui sont bilatérales, qui sont médicales, comme les cyaladénites chroniques rentrant dans le cadre de pathologie de système ou d'un syndrome sec, etc. Quand c'est unilatéral, malheureusement, souvent c'est chirurgical. Alors, il faut rechercher pour les signes de dangerosité, est-ce qu'il y a une paralysie faciale ou pas. Vous voyez qu'on peut avoir de très très grosses masses sans paralysie faciale, parce que la lésion peut être superficielle et n'est pas forcément agressive. Le caractère pulsatile ou pas, là aussi c'est important, parce qu'il faudrait que je sache ici, est-ce qu'on n'est pas devant une malformation? Regardez la partie inférieure de la masse, comment elle devient rouge justement, mais en fait c'est dû à la stase sanguine et non pas à une quelconque dangerosité de la lésion. Elle n'est pas chaude, mais bien entendu, comme c'est une lésion qui pèse lourd, et il y a bien entendu une stase vers le bas. Alors voilà ce que ça donne sur le plan radiologique. J'ai juste montré ça pour l'anecdote. Par contre, l'intervention pour nous, elle est basée autour du nerf facial, comme pour la thyroïde, elle est basée autour du nerf récurrent. Donc pour justement pouvoir faire des interventions, pour pouvoir faire réséquer ces genres de lésions. Malheureusement, l'incision est toujours importante, même pour des lésions qui ont l'air minimes. D'accord, j'ai opéré jeudi dernier avec la patiente d'un collègue. Il me disait, est-ce que ça te dérange pas si on fait juste une petite incision? Elle a l'air plutôt antérieure, etc. Et puis c'est superficiel, effectivement, elle a l'air de rouler sous la main. Je lui dis, moi les thyroïdes, j'ai pas confiance. Alors la branche frontale passait dans la lésion. On serait intervenu directement, il serait resté avec une paralysie frontale qui est la plus désagréable, fonctionnellement la plus désagréable. Alors quelques pièges. Pour finir, un nodule latéral, ferme, pulsatile, à quoi ça va vous faire penser? Pardon? Oui? Ou autre, plus fréquent? Les anévrismes cervicaux, j'en ai pas beaucoup vu. J'ai vu d'autres pathologies plus fréquentes. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je fais une échographie, je trouve une masse hypervascularisée. Et je fais une artériographie, voilà ce que je trouve. Regardez, avec une séparation nette, regardez ici. C'est quoi ça? Ça, c'est votre carotide, la bifurcation carotidienne. Et regardez, la carotide interne et la carotide externe qui sont séparées par cette masse. Donc, c'est un glomus. D'accord? Jugulo-carotidien. OK?
Voilà ce que ça donne. Alors, je disais tout à l'heure, attention aux cytoponctions. Surtout pas de cytoponction, de ce genre de choses, comme pour comme pour ce que je disais tout à l'heure par rapport aux collègues. Donc attention à l'aspect. C'est pour ça que l'échographie, ça doit toujours accompagner une cytoponction. Il faut savoir sur quoi vous intervenez. Dans toute ma vie, je suis intervenu une fois sur un patient qui n'avait pas d'échographie cervicale. Une fois. Et je pense que, je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui ai oublié de lui donner ou est-ce que c'est le patient qui a perdu le bon? Toujours est-il que, donc il y a une routine, si vous voulez, qui s'installe chez nous. Donc le patient, j'arrive, j'ai le patient qui est programmé. J'ai eu la malchance de ne pas le voir et de ne pas vérifier le dossier avant qu'il soit endormi. J'arrive, je trouve le patient endormi. Je le réexamine et je n'aime pas trop l'aspect du ganglion. Il était trop dur par rapport à la normale. Et j'interviens et je trouve ce que vous voyez ici. D'accord? La carotide et la grosse masse. Donc, pour ce patient-là, j'ai refermé. D'accord? Je n'ai pas essayé de l'enlever parce qu'il y a une différence entre faire une adénectomie que j'ai montré tout à l'heure, qui est une intervention de 10 minutes, et ça qui peut durer 2 heures. D'accord? Donc, je ferme. On explore d'abord, retour sur l'artériographie, et après, le patient est opéré en toute sécurité. C'est pour ça, encore une fois, que je disais pas de biopsie. Parce que j'ai vu aussi des cas où l'hémostase n'a pas pu être faite. C'est des lésions qui sont particulièrement hémorragiques, donc il faut les faire tranquillement. Ce n'est pas quelque chose qui est infaisable, mais il faut le faire par des personnes expérimentées, y aller tranquillement, savoir sur quoi vous partez dès le départ. Le plus désagréable dans ce genre de choses, comme dans toute chirurgie d'ailleurs, c'est la surprise. C'est de ne pas savoir sur quoi vous intervenez. Dans votre esprit, vous êtes sur un cas A et vous tombez sur le cas B. C'est le glomus carotidien. Alors, je vous montre aussi autre chose. Petite fille de 18 mois et qui a cette lésion, qui a une fistule sous-maxillaire, qui est intarissable. Alors, il aurait eu 4 ans, 5 ans, 6 ans, 15 ans, 20 ans, on aurait pu dire c'est une lésion chronique. 18 mois. 18 mois, plus l'enfant est jeune, plus on va penser aux lésions congénitales. En péropératoire, on injecte chez cette patiente. Alors, ce que vous voyez ici pour vous orienter, l'incision est sous-maxillaire, d'accord? Ce que vous voyez ici, c'est la partie cutanée. Donc, on a fait ce qu'on appelle une résection en quartier d'orange autour de la fistule. D'accord? Et puis, on a disséqué, on a ce qu'on appelle un cordon et on a injecté du bleu de méthylène à l'intérieur du cordon. La lésion est montée jusqu'au niveau du conduit auditif externe. D'accord? Elle passe, pour le cas présent, au-dessus du nerf facial. Donc, on n'avait pas de problème de dissection sur le nerf facial. Mais quand on a injecté, on a eu du liquide, du bleu de méthylène. On a injecté là et on a eu du bleu de méthylène qui est sorti par le conduit. Donc, on va le voir tout à l'heure. Donc, c'est des lésions du premier arc. Et il y en a d'autres. Alors, pour les lésions du premier arc, on peut voir, regardez ici, une bride au niveau du conduit auditif externe. Pour les lésions, quand elles sont médianes, donc on les a citées tout à l'heure, elles peuvent être fistulisées ou pas. C'est le kyste du tractus thyréoglotte. D'accord? Notamment chez les enfants. Quoique, on en a vu que quelquefois chez des adultes. J'ai opéré, je crois, des adultes de 30 ans et 40 ans. Et attention, chez les adultes, il faut penser, parce que le kyste du tractus thyréoglotte, embryologiquement, se retrouve sur le trajet de la thyroïde qui est en train de migrer de la base de langue ou la prénaissance pour aller au niveau de l'orifice cervico-thoracique. Et le canal qui l'a accompagné, normalement, qui doit se fermer et disparaître avec l'âge, ne disparaît pas. Donc, des fois, on peut avoir des résidus thyroïdiens sur circuit et on peut avoir une cancérisation de ce genre du kyste. Donc, j'ai eu 3 ou 4 cas, notamment chez un enfant avec un carcinome papillaire sur un kyste du tractus thyréoglotte, avec métastase ganglionnaire, envahissement de la jugulaire. Mais en général, le pronostic est assez bon quand ils sont opérés. Et parfois, on peut les voir donc soit au stade kystique, comme vous voyez ici, soit au stade de fistule. Donc, c'est-à-dire que ce sont des kystes qui se sont infectés, qui se sont fistulisés, et la dissection est un petit peu plus désagréable, mais les parents souvent quand ils voient une petite lentille comme ça et que vous leur dites c'est chirurgical, ils sont toujours un petit peu réticents, parfois ils disparaissent, ils vont voir 3, 4, 5, 6 médecins et après ils peuvent revenir vous voir. Malheureusement, entre-temps, le kyste a pu s'infecter et éclater. C'est un peu désagréable. Parfois, ça laisse des cicatrices disgracieuses au niveau du cou. Mais bon, ça reste gérable. Il faut juste prendre le temps d'expliquer aux parents ce que ça peut être. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, je vous fais juste un petit rappel embryologique. Je suis désolé, je pense que le tableau n'est pas très visible. Mais on a, en fait, grosso modo, au niveau cervical, on a des lésions du premier arc
Et les lésions les kystes du premier arc, c'est des kystes qui prennent naissance autour du conduit auditif externe. Donc ça va être le type de fistule que je vous ai montré tout à l'heure. Il peut être dans le conduit auditif, il peut être sous-facial, donc il peut être de dissection très difficile. On a des lésions du deuxième arc qui sont un petit peu plus latéralisées. Et là, ça donne un petit peu ces fistules latéraux-cervicales qui passent un peu comme le glomus, qui passent entre les fourches de la carotide, entre la carotide interne et la carotide externe, et qui vous montent jusqu'aux amygdales. Donc, quand on les enlève, c'est un cordon qui peut commencer vraiment quasiment au niveau au-dessous de la clavicule. Donc, au-dessus de la clavicule, pardon. Donc, on fait une première incision, puis une deuxième incision sous-maxillaire pour sortir, c'est que ça devient comme un petit ver de terre. Et après, on suit la lésion jusqu'à l'amygdale et on termine avec une amygdalectomie. Parce qu'il faut enlever la source. Parfois c'est des fistules qui ont deux orifices. Alors cela peut être une fistule borgne, c'est-à-dire que vous enlevez la fistule, vous n'avez pas d'orifice supérieur, mais cela peut être une fistule ouverte sur l'amygdale. Et donc à ce moment-là, vous êtes sûr qu'avec le temps, le canal va se perméabiliser et se réouvrir quelque part. Voilà, le troisième arc, c'est les lignes médianes, c'est essentiellement le kyste du tractus thyréoglosse. Voilà, c'est la dernière diapositive. Je voudrais qu'on laisse un petit peu de temps à la discussion. Donc devant toute masse cervicale, d'abord de la rigueur clinique avec un bon examen clinique. N'oubliez pas les éléments sémiologiques dont on a parlé tout à l'heure. Ils sont très très importants et vous permettent le diagnostic dans plus de 80% des cas. Et puis votre meilleur allié en termes de diagnostic, c'est l'échographie. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Assisen. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses avec vous. Ouais. Vous avez répondu donc à pas mal d'interrogations que je me pose toujours dans mon cabinet, dans la pratique quotidienne. Et certainement, donc, c'est le souci de n'importe c'est-à-dire des confrères et des consoeurs, donc, dans la pratique quotidienne. Vous avez fait un exposé très exhaustif, très instructif. Et surtout, vous nous avez un peu stimulé pour pouvoir discuter de pas mal de choses, mais c'était une conduite à tenir pratique, tout en ayant des réflexes pour ne pas tomber dans l'erreur, pour avoir aussi, donc, pour prendre en charge, donc, le patient le plus rapidement possible. Merci pour l'exposé. Donc, certainement, si vous avez des questions, s'il vous plaît, merci. Avec plaisir. Certainement, vous aurez des questions quand même. Merci. Un sujet fort intéressant, hein. Madame, je crois. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Merci beaucoup pour votre exposé. Je voudrais vous demander, est-ce que la cytoponction, on peut la faire quand on suspecte une tuberculose? Ou bien il faut enlever tout le ganglion? Bah, franchement, en matière de tuberculose, je ne demande pas de cytoponction. Quand j'ai un doute sur la tuberculose, même le quantiféran, parce que vous n'aurez pas de traitement antibacillaire sur la base du quantiféran. Oui. Donc, si on doit sélectionner les patients, on peut à la limite céder pour éliminer d'autres choses, mais le patient doit être averti que la cytoponction est peu fiable, surtout en matière de tuberculose. Alors exactement, et c'est ce qu'on dit aux patients, il faut enlever tout le ganglion. Encore une fois, éviter, comme pour le cancer, éviter la biopsie, parce que là aussi, souvent quand on ouvre le ganglion, parfois c'est un sac de pus, c'est tout, on trouve plus de pulpe ganglionnaire. Et même l'histologiste a du mal parfois à le lire, donc ça nous pousse à aller chercher des ganglions à côté qui sont encore charnus pour qu'ils puissent justement avoir cette architecture. Mais personnellement, je ne fais pas de cytoponction dans la tuberculose et n'est pas du tout utile. Donc moi, dans la tuberculose ganglionnaire, ma démarche, elle est assez simple. Quand le patient est de première main, qu'il est venu me voir, moi le premier, donc je fais la démarche dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire traitement d'épreuve, revoir au bout de quelques jours avec une échographie, avec éventuellement, quand j'ai un doute, je commence mon bilan, donc les quantiférants, la énumération, etc., pour éliminer tout ce que je dois éliminer, et j'explique aux patients que voilà, les statistiques sont là, la tuberculose au Maroc est très présente, elle est même beaucoup plus présente qu'on ne le pense. Oui. Et j'ai même peur qu'elle ne soit en train de s'aggraver au niveau ganglionnaire, parce que je commence à voir un petit peu trop de cas où là, je dois prendre en charge deux jeunes filles, après 9 mois de traitement, donc on a toujours des ganglions qui sont actifs, et la deuxième va boucler 12 mois de traitement. Et donc, la première a déjà eu un premier curage. Donc, on est devant un double échec thérapeutique, et chirurgical et médical. Et la deuxième, elle est quasiment à 12 mois de traitement, et on pense qu'il y a toujours des ganglions actifs. Donc, dès le moment où on est dans le doute, il vaut mieux, comme vous l'avez dit, prélever le ganglion. Oui, parce que j'ai une patiente qui refuse catégoriquement la chirurgie. Et comme vous dites, durant quelques mois, j'ai diagnostiqué plusieurs cas
plus de 4 cas de tuberculose ganglionnaire. Alors vous savez que on pense beaucoup à la tuberculose bovine en matière de tuberculose ganglionnaire, Oui. parce que c'est très différent de ce qu'on voit dans les autres sites tuberculeux. C'est très différent de la tuberculose pulmonaire, de la tuberculose hépatique, etc. Vous avez des patients qui sont en parfaite santé et qui peuvent avoir de grosses masses cervicales en rapport avec une tuberculose. Donc c'est un autre type de bacille. Ce n'est pas le bacille de Koch typique humain que l'on, c'est plutôt une tuberculosis bovis qui est en cause. Et si vous posez la question à vos patients, la majorité, vous allez trouver, c'est des consommateurs de lait, notamment dans des laiteries qui ne sont pas contrôlées ou qui viennent de la campagne ou qui sont tout contents de recevoir du lait de la ferme, etc., qui n'est pas forcément pasteurisé. Et le patient, malheureusement, le couche. Donc, je pense que c'est une tuberculose à transmission ou à passage digestif vers les adénopathies sélectives, vers les ganglions de façon élective. Voilà, pour votre patiente, malheureusement, elle n'a pas le choix parce que de toute façon, le temps va vous donner raison. Ça, c'est quelque chose malheureusement qui évolue, qui continue à évoluer. Merci beaucoup. Oui. Non, c'est juste, je voulais juste savoir, vous avez bien insisté sur la calcitonine. Quel est l'apport qu'il va nous donner ou va nous accorder cette calcitonine alors qu'il y a tout un examen clinique, entre autres, qui pourrait nous renseigner sur d'autres, c'est-à-dire pourquoi vous avez insisté vraiment sur la calcitonine? Parce que en matière de médulaire, vous savez plusieurs types de médulaires. Vous avez des médulaires où vous allez devoir traiter le patient tout seul. Vous avez des médulaires où vous allez devoir traiter toute la famille du patient. Vous avez des médulaires où vous allez devoir intervenir et faire des thyroïdectomies préventives. J'ai eu un médulaire chez un jeune homme de 19 ans, dont le père a été opéré au même âge et qui avait les mêmes choses que lui, c'est-à-dire tumeur thyroïdienne avec métastase. Alors, quand on est devant des médulaires, il faut chercher s'il n'y a pas de problème surrénalien. Donc, devant tous nodule thyroïdien, vous n'allez pas demander des catécholamines, pardon. Donc, vous n'allez pas les demander systématiquement. Par contre, quand vous commencez à avoir une calcitonine qui est élevée, là, par contre, vous allez chercher des pathologies neuro-endocriniennes et aller donc étendre votre bilan pour savoir comment traiter ce patient. Est-ce qu'il faut aller à la thyroïde en premier ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, ça va vous permettre, si vous voulez, d'échelonner votre attitude thérapeutique. Intervention, pas intervention, traitement, suivi, etc. Et puis quelle attitude vis-à-vis de la famille. Et puis en matière, comme je le disais, en matière de chirurgie thyroïdienne pour le médulaire, c'est d'emblée thyroïdectomie totale plus curage. Souvent le curage est bilatéral. Donc c'est de gros curage comme on le ferait pour des cancers du larynx, donc avec l'incision bimastoïdienne, etc. Donc c'est de grosses interventions et ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire dans la précipitation ou dans l'improvisation. Voilà, donc vous faites votre dosage, il est positif, vous savez à quoi vous en tenir, il est négatif, ben vous êtes tranquille. Voilà. Voilà, merci professeur Sissan. Avec plaisir. Merci, très gentil à vous. Merci. Donc au nom de MG Maroc, permettez-moi donc de vous remettre donc ce présent. Allah يحفظكم. Et c'est modeste. قبلوا علينا. الله يكثر خيركم. بارك الله فيك. Merci beaucoup.